Bon de croire en l'Éternel, car il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Peu importe ce que l'on peut avoir comme présent, peu importe ce que l'on peut vivre dans le présent, nous croyons que nous avons un Dieu fidèle. À celui qui est assis sur son Chers téléspectateurs, eh bien bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Espoir TV, en collaboration avec La Bonne Nouvelle TV, en direct de Paris. Nous avons du retard. Eh bien voilà, ce sont les aléas du direct. Nous sommes en direct, bel et bien en direct. L'avantage, c'est que vous aurez la possibilité de pouvoir interagir avec nous pour cette émission, et nous aurons la possibilité d'avoir vos avis, vos questions directement. Donc là, nous sommes connectés très bien sur notre chaîne Espoir TV via la box Orao. Nous sommes également connectés via le site internet www.espoirtv.net et bien sûr via le live Facebook Espoir TV. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une sœur qui va nous parler de quelque chose de très important en ce début d'année, ou pour laquelle d'ailleurs je vous souhaite de merveilleux vœux pour cette année 2018, que tout ce que vous n'avez pas pu faire depuis, vous puissiez l'accomplir, en tout cas en grande partie, au cours de cette année. Nous allons parler de cette notion anglophone qui est l'empowerment. Alors, qu'est-ce que c'est l'empowerment? Qu'est-ce que c'est cette capacité, cette faculté d'être revêtu de puissance, investi de pouvoir, pour pouvoir être habilité à accomplir des grandes choses en fonction de sa race, de la communauté dans laquelle nous sommes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre sœur qui est en train de travailler là-dessus au travers d'une association qu'elle a créée. Elle va nous en parler et nous allons voir de quoi il s'agit. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à poser vos questions. Nous sommes connectés via votre Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous serons nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était une longue introduction. Excusez-moi. Alors, bonsoir Lou Dumas, comment allez-vous? Je vais très bien, merci ma sœur. En tout cas, merci d'avoir patienté, parce qu'il faut dire que vous étiez très ponctuel. Vous étiez même là avant l'heure. Donc avant 20h. Merci de la ponctualité. Alors, Lou Dumas, vue par elle-même, c'est qui? Parlez-nous un peu, qui êtes-vous en présentation? Lou Dumas, c'est une jeune activiste chrétienne qui lutte activement contre le racisme depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours eu à cœur de faire la promotion de mes frères et de mes sœurs de couleur, qui sont pas assez visibles par les médias traditionnels, et c'est pour ça que j'ai créé différents projets depuis le Canada où j'habitais jusque maintenant mon retour en France. J'ai toujours fait en sorte de travailler à l'amélioration du peuple noir, en fait. Alors, on va voir un peu où se situe le peuple noir actuellement par rapport justement à là où il devrait être. Quand on parle du peuple noir, on peut parler de toute nation confondue, toute nationalité confondue. Vous-même, vous êtes d'origine haïtienne, exactement, mais vous vous considérez également comme noir. Donc, on va voir qu'on n'est pas forcément en train de parler de l'Afrique ou de l'Amérique ou des Antilles ou de Haïti. On est en train de parler vraiment de capacité d'une race, des capacités, des facultés d'une race qui doit retrouver un peu son identité. Exactement. Alors, la notion, elle nous vient de loin, elle nous vient du pays de l'oncle Sam, on va dire. Voilà, exactement. De l'Amérique. Parlez-nous un peu de cette notion d'empowerment. La notion d'empowerment est née aux États-Unis. Elle est reprise en Amérique du Nord pour tout ce qui concerne les luttes des peuples à retrouver une forme d'autonomisation, à retrouver leur capacité d'agir et à avoir du pouvoir pour influer sur leur sphère sociale ou économique, en fait. Et c'est né des différentes luttes qu'il y a pu y avoir aux États-Unis, notamment que ce soit au niveau hispanophone ou sinon de la communauté noire aux États-Unis. Alors, dans le début du XXe siècle, on va dire. D'accord. Donc c'est cette possibilité de savoir quoi? De savoir qui on est pour arriver à aller quelque part et en même temps amener les autres quelque part? Est-ce que c'est une définition
qui vous semble pertinente. Oui, c'est une définition qui me semble pertinente dans le sens où il y a des communautés, disons, qui sont dévalorisées et qui ne sont pas favorisées par le système. Et grâce à l'empowerment, elles retrouvent leur entier pouvoir, leur capacité à influer, à agir sur le système justement et à faire partie justement de ce système-là en fait. Alors, quel est selon vous le problème auquel le noir a toujours été confronté et comment ça commence? Évidemment, on va pas faire tout l'historique, mais le but ce soir est de comprendre pour qu'une personne puisse se lever. Parce que si on comprend bien, le manque de confiance en soi, d'estime de soi, lorsqu'on est une personne de couleur, qu'on est une personne noire, va plus loin qu'on peut même se l'imaginer. Il y a des choses pour lesquelles on ne se lève pas, justement, on ne se lève pas justement parce que il y a des choses depuis très longtemps qui ont été faites et dites contre. Tout à fait. Je vais prendre comme exemple le dernière polémique qu'il y a pu y avoir au niveau de H&M par exemple. Au niveau de la communauté noire francophone, il n'y a pas vraiment eu de mobilisation par rapport à ce jeune homme qui avait été pris comme mannequin pour H&M et dont le t-shirt, le sweat disait « le singe le plus cool de la jungle ». Il n'y a pas vraiment eu de mobilisation. Il y a eu quelques petites actions parsemées par-ci, par-là, mais il n'y a pas eu d'unité en fait pour contrer un petit peu ce géant de la... du vêtement, du prêt-à-porter pour lui faire voir un message clair qui est vous n'avez pas le droit d'insulter le peuple noir comme ça. Tandis que quand on va en Afrique du Sud, il y a des personnes qui se sont mobilisées, des centaines et des centaines de personnes qui sont parties dans les magasins H&M, qui ont fait retirer le vêtement. Ça, ce sont des actions d'empowerment justement, de reprise du pouvoir sur ce qui se peut se dire ou se faire sur la communauté en fait. Ok, alors... d'où vient le problème de départ? Le problème de départ, je pense qu'il vient d'une crise identitaire du noir, en fait. Dans le sens où le noir a du mal à se revoir dans son prochain, il a du mal à se refléter dans la lumière d'un autre noir, en fait. Il aura tendance à valoriser ce que va faire un blanc, si je puis me permettre, mais à ne pas valoriser ce que font ses propres frères et sœurs. Et il y a une explication à ça? L'explication, je dirais qu'elle vient notamment de la manière dont le noir est représenté dans la société. On le voit dans les médias, on voit très peu de personnes de la communauté noire qui sont présentateurs de télévision, qui présentent des émissions sérieuses. C'est toujours des personnes dans le milieu sportif, dans le milieu du divertissement, mais très peu de personnes qui sont dans des sphères plutôt, on va dire, conventionnelles en fait. Donc du coup, le noir a du mal à se voir en tant que personne sérieuse ou en tant que personne qui a une voix et qui peut se faire entendre et qui peut faire appliquer elle-même ses propres principes en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a un noir, on va essayer de parler comme ça pour que ça soit plus simple pour les personnes qui nous regardent, qui depuis en fait des années, j'allais dire des milliers, mais non quand même pas, mais qui depuis des années et des années, des centaines d'années, a été brimé, a été rabaissé. A commencé par l'esclavage. Exactement. Et depuis, il n'a jamais eu l'occasion de retrouver son identité, sa valeur. C'est vraiment une question de valeur, de réappropriation de soi. Depuis l'esclavage, en fait, avec tous les incidents qu'il y a pu y avoir depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, le noir n'a pas eu la possibilité de retrouver son pouvoir, en fait, son pouvoir en tant qu'individu. Alors, il y a des personnes qui nous diront, oui, mais nous, ça ne nous concerne pas, nous sommes chrétiens parce que vous êtes chrétienne, et on va le voir tout à l'heure en quoi, justement, le fait que vous êtes chrétienne vous aide par rapport à justement retrouver cette identité et cette force, et cette foi et cette estime de soi. Ils diront, non, on n'a pas besoin, on n'est pas concerné. Pourquoi on n'est pas concerné. On est tous concernés par ce qui s'est passé par rapport à l'esclavage. Ce n'est pas une question de victimisation, c'est une question de reconnaissance. Et pour le peuple juif, pour d'autres peuples où il y a pu y avoir des génocides, il y a eu des reconnaissances. Mais pour le peuple noir, il n'y a pas eu de reconnaissance. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de... Je sais qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, il y a le mois de l'histoire des Noirs au mois de février. C'est un mois où on célèbre les célébrités noires, où on parle de l'histoire,
Mais malheureusement, en France, il n'y a pas de mois de l'histoire des Noirs, par exemple. Et dans les livres scolaires, le chapitre sur l'esclavage est très réduit, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de connaissance sur ce qui s'est réellement passé. Il y a une sorte d'aliénation ou de brainwashing, de lavage de cerveau qui s'est fait au travers de l'histoire et qui fait qu'aujourd'hui les Noirs ne sont pas respectés en tant que tels en fait. Alors, où on retrouve cela et en quoi on remarque justement de nos jours actuellement que justement le Noir n'est pas guéri, qui n'est pas guéri de tout cela? On peut le retrouver notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans le fait qu'il ne va pas valoriser le travail de son prochain, de son confrère noir en fait. Comme là, j'ai pu avoir des exemples même récemment, une personne qui a une maison de production, une chaîne de télévision à faire fonctionner, et malheureusement les gens ne veulent pas appuyer le projet, ne veulent pas le soutenir, alors que c'est un projet qui est positif pour la communauté. Retrouver l'empowerment, ça parle du principe de donner de la valeur à ce que font les autres au sein de la communauté, de se valoriser tous ensemble pour justement arriver à un autre niveau. Quand on va aux États-Unis, il y a des associations qui luttent pour les droits civiques, des associations qui luttent pour l'insertion des Noirs, des associations qui luttent pour la promotion des Noirs. Ils n'ont pas peur de dire voilà, je suis noire. En France, on dirait que c'est un tabou. Moi, je suis française, haïtienne française. On dirait que dire qu'on est noir, c'est un tabou. On va plutôt dire je suis un Renoir, je suis un black. Déjà, rien que le fait d'utiliser ces termes-là, ça montre que il y a un déni en fait d'être noir dans la société. On dirait que ce n'est pas positif de dire voilà, je suis noir et je suis capable de faire les choses. On retrouve des noirs en politique, mais on en parle très peu. Et ils prennent très peu la parole quand il y a des cas qui se passent dans la communauté, comme dernièrement ce jeune homme qui s'était fait contrôler par la police et qui s'était retrouvé à l'hôpital. Même pour apaiser un petit peu les tensions, François Hollande était parti le voir, mais depuis, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Il y a l'affaire Traoré, qui est un petit peu occultée par les médias, on n'en parle plus. À chaque fois qu'il y a un incident, on en parle pendant un mois et finalement c'est tamisé. Alors que normalement c'est des choses qui devraient être reprises par la communauté, qui devraient être des sujets de combat pour la communauté. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur Espoir TV en collaboration avec La Bonne Nouvelle TV, ici à Paris, à Massy. Je voudrais chaleureusement remercier encore notre frère Frenzy, La Bonne Nouvelle TV, qui est à la technique et qui nous permet de pouvoir réaliser ces émissions en direct de Paris. Si vous êtes sur Paris ou dans les alentours et que vous désirez partager un sujet, n'hésitez pas à nous contacter via votre Facebook, via notre adresse email espoirtv777@gmail.com et également via notre site internet www.espoirtv.net. Alors ce soir, nous parlons de l'empowerment, cette capacité de retrouver cette habilité, cette prise de pouvoir, cette prise de puissance, la puissance que finalement Dieu nous a donnée dès le départ. Exactement. Alors on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à notre Créateur. Est-ce que Dieu nous a créés en tant que noirs pour souffrir? Je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné et qu'est-ce que l'homme noir doit retrouver justement par rapport à la création, à sa mission sur terre que Dieu lui a donnée? Je dirais qu'en fait, dans l'Ancien Testament, je ne suis pas une spécialiste de la Bible, mais il y a eu un personnage de la Bible qui était justement noir, qui a été entre guillemets maudit. Et malheureusement, le noir est resté dans cette interprétation-là que le Dieu aurait maudit le noir. Et malheureusement, on a peu fait cas du Nouveau Testament qui dit que grâce à Christ, nous sommes renouvelés, nous sommes de nouvelles créatures, que toutes choses anciennes sont passées. C'est au niveau de Jésus-Christ que maintenant l'homme noir doit se référer. Jésus-Christ qui a été au summum de sa vie, qui a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, quand on voit que la vie de Jésus a impacté des milliers de personnes, c'est ça qu'on doit se dire en fait. C'est ça qu'on doit conserver en fait. C'est cet esprit-là. Jésus était un des précurseurs au niveau du leadership, un des précurseurs au niveau de l'empowerment. Il ne faisait pas cas que si vous étiez noir, blanc, jaune ou orange, son but était simplement de vous amener à son Père Céleste, à Dieu, tout simplement. Aujourd'hui, le noir est resté dans cette phase où il pense qu'il est maudit, tout simplement.
Et ça, c'est très dommage, en fait. Ok. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faudrait justement commencer à faire pour aider? Nous sommes en train de parler non pas des causes, c'est bien d'avoir les causes pour justement trouver les solutions aux problèmes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait prioritairement qu'il se passe dans le cœur de l'homme noir pour retrouver sa place justement et qu'il soit autonome, qu'il soit une personne d'impact, d'influence, non pas seulement dans son milieu à lui, mais dans tous les milieux. Que les jaunes, les blancs, les rouges puissent regarder en noir et être influencés, impactés par le noir. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'abord de l'importance de retrouver son identité? Oui, on peut parler notamment de l'importance de retrouver son identité, mais je dirais plus encore, il faut un travail de déconstruction mentale. Okay. De déconstruction mentale, je m'explique, dans le sens où il faut que le noir soit amené à partir d'une autre... au lieu de parler de victimisation, je veux dire de parler de lui en tant que je suis capable de faire, j'ai des personnes qui sont capables de faire cela, je suis capable, je suis un être humain à part entière. Moi, mon objectif à travers mon projet, ce serait d'amener les gens à dire tout simplement, je reconnais un autre être humain. Mais malheureusement, il y a des problématiques au niveau de la communauté noire qui sont là, qui sont présentes. Lorsqu'on va voir des noirs au niveau des emplois, on va les voir toujours dans les mêmes métiers. Femmes de ménage, agents de sécurité. On va toujours reléguer les noirs à des postes sous-qualifiés, on va dire. Alors qu'il existe des gens qui travaillent dans des sphères très importantes, des sphères d'influence. Et c'est à ces gens-là, justement, de se mobiliser, de créer des lobbies, de créer des structures pour amener le noir à se voir différemment. Et pourtant, bon, vous avez évolué dans le milieu anglophone, en Amérique du Nord, et pourtant, là, la problématique du noir qui est quand même... entre guillemets, émancipé, valorisé en Amérique, il y a quand même une autre problématique qui est ce besoin de retrouver à ses roots, ses racines. Donc, qu'est-ce qui fait que, quand même, en Amérique, le noir a sa place? Bon, d'abord, est-ce qu'il a sa place? Je dirais que le noir en Amérique a fait sa place. Ah, ok. Il a fait sa place. Les gens se sont battus pour accéder aux sphères les plus élevées de la société. Il a fait sa place. Mais c'est pas la même histoire que le noir francophone. La colonisation aux États-Unis et la colonisation faite par les Français n'a rien à voir. Okay. Quand on parle de colonisation faite par les anglo-saxons, on va parler de multiculturalisme. Des termes qu'on peut même pas réinterpréter en France ou dans la francophonie. Multiculturalisme, intégration. Des termes que on ne retrouvera jamais dans les pays francophones, en fait. Si je puis me permettre de dire ça comme ça, quand la France est partie coloniser les pays africains, c'était pas pour découvrir la culture, c'était pas pour valoriser la culture, c'était pour détruire, en fait. Ouais, c'était par rapport à ses intérêts. C'était par rapport à ses intérêts, c'était pour piller. Quand les anglo-saxons sont partis pour coloniser leur pays, oui, il y avait cet esprit de conquête, mais il y avait aussi cet esprit de partage, de connaître la culture de l'autre, de prendre ce qui est meilleur chez l'autre. Alors que quand c'est les Français qui colonisent un pays, c'est imposer leur culture et c'est complètement être dans la négation de l'autre. Et c'est ça qui fait mal, en fait. C'est vraiment ça qui fait mal. Et qui fait que les Noirs... Moi, je m'intéresse spécialement aux Noirs francophones. Malheureusement, il a du mal à se retrouver parce que, justement, on lui a ôté sa culture. Et on le voit de plus en plus, les gens essayent de revenir aux roots. Ça passe notamment par tout ce qui est coiffure, beauté, esthétique. Aux États-Unis, il y a Kwanzaa, la fête des Noirs. Je pense que c'est vers le mois de décembre ou novembre où les gens célèbrent un petit peu leur culture et leurs racines et tout. Mais ça reste... très minoritaire, en fait. C'est pas quelque chose d'imposé ou quelque chose qui est forcément promu par les médias. On reste toujours avec ce même problème. Où est-ce qu'on voit le noir, en fait? Où est-ce qu'on le retrouve? Alors, le noir doit se prendre en charge, le noir doit s'imposer
finalement, de la bonne manière, bien sûr, pas s'imposer uniquement, parce qu'il y a ces préjugés, ces stéréotypes aussi, hein. Toujours en retard, le noir il ne fait que danser, il ne fait que s'amuser, Hakuna Matata, etc. On nous prend pas forcément au sérieux, mais le noir doit s'imposer de manière positive. Alors, quelques conseils, suggestions, et après on va parler de votre projet, Linkea, qui est justement un projet pour reconnecter les Noirs ensemble, en tout cas créer une communauté de gens qui ont réussi à faire le pas et à dépasser ce qu'ils étaient, et essayer de les connecter avec ceux qui ont besoin d'avoir plus de confiance, mais quelques suggestions justement pour faire en sorte d'aider le noir à retrouver sa place, son honneur, sa dignité. Je crois même que c'est un problème de dignité. Oui, c'est un problème de dignité. D'abord, comme on parlait tout à l'heure au débriefing, je parlais de l'histoire de David, je me réfère à la Bible. Lorsque les Philistins ont amené Goliath pour affronter le peuple d'Israël, David a dit des mots très forts. Il a dit: qui ose insulter mon peuple? De la même manière, le noir, s'il se fait insulter, qui ose m'insulter? Je suis une créature de Dieu. Personne n'a le droit de m'insulter. Personne n'a le droit de me traiter de singe. On le voit dans le milieu footballistique. Très souvent, les footballeurs noirs se font insulter de tous les noms par le public. Et qui se lève pour eux pour dire, qui ose insulter un joueur professionnel de talent? Qui ose? Il faut vraiment qu'il y ait des défendeurs de la cause noire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des noirs qui, par exemple, par rapport à ce souci qu'il y a eu récemment par rapport à cette marque, je vais pas la citer encore pour lui faire de la pub, mais qui fait qu'il y a des noirs qui disent: ouais, mais vous exagérez, vous les noirs, arrêtez de faire les victimes, c'est de l'humour, bla 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 bla, ou c'est de la pub, ou c'est du marketing, ou c'est du buzz. Qu'est-ce qui fait que le noir peut accepter encore, à l'heure où on est à une technologie hyper développée, qu'aujourd'hui encore il y a des noirs qui acceptent qu'on les traite de singes, et qu'une maman peut dire: ah mais non, moi je trouve ça tout à fait normal, mon fils a fait plein de pubs, alors je vois pas pourquoi il peut pas faire cette pub qui ne veut absolument rien dire. Comment Moi je dirais que ces gens qui réagissent comme ça, c'est parce que ils sont pas, on les a pas touchés au-delà de leurs limites en fait. Pour l'instant, ils sont là, ils voient les choses d'une manière extérieure, mais le jour où ça va leur arriver, ils vont se dire: pourquoi personne ne se lève pour moi? Bah, dans ces cas-là, il faudra leur répondre: toi, pour qui tu t'es levé en fait? Moi, c'est simplement comme ça que je leur répondrai. S'ils n'arrivent pas à prendre conscience que ils doivent se lever pour des causes, ils vont devoir se lever quand ça leur arrivera à eux. Ils parlent de arrêter de vous victimiser. C'est pas une question de se victimiser, c'est une question de renforcer l'esprit d'un peuple. L'esprit d'un peuple. Et on est regardé, nous qui sommes en Occident, par nos frères et sœurs africains, qui sont dans ces pays-là et qui souffrent en fait. Et qui se demandent: comment je vais être accepté quand je vais arriver en France? Comment je vais être accepté quand je vais arriver en Belgique? Mais s'il n'y a personne qui est là pour valoriser le peuple noir, eux-mêmes ils vont arriver, ils vont être obligés de refaire les mêmes soubassements, les mêmes choses négatives pour pouvoir essayer de manger, toujours dans un esprit, dans un état de survie. Aujourd'hui, moi je considère le peuple noir en France dans un stade de survie. Il n'est pas encore en train de vivre pleinement sa destinée. On voit sur Internet des coachs qui se lèvent, des coachs chrétiens. Je peux les citer? Oui, bien sûr. William Jamen, Darcy Ogandaga, Thierry Aware, ou Marilyn Kandem. Des coachs en fait qui essaient de conscientiser le peuple. Découvrez vos talents. Allez vers votre destinée. Arrêtez de vous divertir. C'est bien beau de danser, mais aussi il faut penser à travailler. Qui essaient de les amener vraiment à un autre niveau. Mais tout le monde n'est pas prêt à accepter cela. Les gens sont séduits par le diable, je peux le permettre de me dire le diable, par le divertissement en fait. La distraction. La distraction, par la séduction. Il essaie de détourner le peuple noir qui a une grande destinée et qui a une grande valeur de son objectif principal qui est d'être un être humain fort, impactant, de caractère, de parole. Quand vous dites par exemple que vous organisez quelque chose, la personne arrive 3/4 d'heure en retard, c'est un manque de considération. Après, on va dire c'est l'heure africaine. Mais c'est pas l'heure africaine pour tout le monde.
il faut changer les choses, il faut changer les choses, il faut évoluer, il faut commencer peut-être par se rendre compte qu'il y a un problème. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, mais il n'y a pas de problème, on va bien. Mais finalement, on va pas si bien que ça. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense, vous êtes haïtienne, mais bon, vous êtes noire, vous voyez un peu tout ce qui se passe dans les pays d'Afrique. Et les pays d'Afrique, la plupart vont très très mal. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et on sait que ça se passe très mal pour l'instant. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir une pensée pour le peuple congolais. Qu'est-ce qui fait que, aussi bien en Occident, en Europe, le noir n'a pas sa place, mais chez lui non plus, il n'a pas non plus sa place. Donc il est finalement nulle part, capable de s'épanouir nulle part. Et c'est un SDF. C'est un SDF. Parce qu'il n'a pas sa place en France, on lui fait comprendre qu'il n'a pas sa place. Il va dans son pays, on lui fait comprendre qu'il n'a pas sa place. Mais arrivé à un moment donné, quand on voit un petit peu comment a évolué le peuple noir aux États-Unis, c'est à lui de créer sa sphère, c'est à lui de créer sa place. Moi, je fais des actions, pour l'instant, elles sont à titre bénévole. Et lorsque j'en parle, les gens me disent, mais tu gagnes pas d'argent avec ça. Laisse tomber. Tu ne gagnes pas d'argent. Mais c'est une question de conviction personnelle. Moi, je suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants, mais je me dis, quelle image j'aimerais donner à mes enfants? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter comme exemple de noirs qui ont réussi pour les inspirer, pour les amener à aller plus loin? C'est une question d'inspiration, c'est comme un appel divin en fait. Comme ce que vous faites, c'est un appel divin. Espoir TV, c'est un appel divin. Gloire à Dieu. Bien sûr. Alors, un pasteur ami, le pasteur Mo que je salue, m'a aidé un peu parce qu'il est anglophone, à voir quelques définitions par rapport à l'empowerment, et il me parlait en fonction du contexte, mais il me donnait ces termes-là: revêtir de puissance, investir de pouvoir, rendre autonome, habilité. Donc un revêtement de puissance pour pouvoir impacter. Alors en 2018, en quelques mots, parce qu'on va bientôt conclure, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir impacter, pour être une personne chrétienne, parce que nous sommes des chrétiens et nous le précisons, qu'est-ce qu'il faudrait pour être un chrétien noir qui impacte dans tous les milieux? Pour être un chrétien noir qui impacte dans tous les milieux, il faut être proche de Dieu en fait. Il faut développer une sincère communication avec le Seigneur. Il faut apprendre à lire la parole, à la méditer, s'informer, aller de l'avant, ne pas rester comme un poulet. J'aime bien ce petit terme-là de poulet. Un poulet, ça se lève à l'aurore, ça mange, ça va à droite, ça va à gauche, ça s'endort et c'est tout. Mais ça n'a pas vraiment de réflexion. Ça n'existe pas, en fait. Il faut que le noir se dise, j'existe, je suis capable de faire les choses. Et à partir de ce moment-là, il mettra sa foi en action et il sera capable d'impacter. Je suis sûre qu'il y a des milliers et milliers de mes frères noirs francophones qui ont des talents extraordinaires, mais qui n'osent pas se lancer parce que justement, ils ne trouvent pas le soutien, que ce soit dans leur famille ou que ce soit dans leur entourage. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour impacter, il faut être quelqu'un d'action, en fait. D'accord. Donc, retrouver une relation de communion avec le Seigneur pour que le Seigneur nous dise exactement qui on est, pour pouvoir retrouver son identité, savoir qui on est et quelle est la mission finalement que Dieu a prévue pour nous. Parce que finalement, nous sommes tous là sur cette terre, des hommes pour accomplir une mission. Je dirais que la mission principale que Dieu a mis pour nous sur cette terre, c'est de porter du fruit, d'être des bons serviteurs. Et porter du fruit, la bénignité, la tempérance, la joie, la paix. Ça, ce sont des fruits que le noir chrétien devrait continuellement avoir à l'esprit pour justement impacter et être un modèle auprès des autres. Porter du fruit de l'esprit. Ça, c'est très, très important. Selon vous, quelle serait la mission essentielle qu'aurait le noir? Bon, on voit ce mouvement où justement l'homme blanc, et je bénis le Seigneur pour tous nos amis blancs, nous vous aimons, excusez-nous, on dit blanc, noir parce que c'est beaucoup plus simple, mais je dirais caucasien si vous préférez. L'homme blanc est venu pour soit faire des conquêtes, des découvertes, ou soit pour coloniser. Maintenant, l'homme noir est ici.
on n'est pas ici pour rien. On n'est pas seulement venu pour jobber, on n'est pas seulement venu pour manger des pommes de terre, on est venu pour une mission. Quelle serait, en ces temps où justement les temps sont mauvais, où malgré toute la technologie, il y a des gens qui sont ici en Europe et malheureux, quel serait l'apport que le noir pourrait apporter aujourd'hui à l'homme blanc? Je dirais que le noir peut apporter à l'homme blanc justement un renouveau, un signe d'espoir en fait, de dire voilà, nous sommes passés à travers de l'esclavage, nous sommes passés à travers des discriminations, nous sommes passés à travers le racisme, mais nous sommes toujours là, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple fier. Et c'est ça qui peut présenter à l'homme blanc, si je puis me permettre, de lui dire que voilà, nous sommes un peuple de valeurs. Et cette valeur-là, de la communiquer à travers nos différentes actions, dans notre foyer, dans notre travail. C'est pas obligé tout le monde n'est pas obligé d'avoir une entreprise. Mais quand on est dans un travail, de le respecter, de montrer qu'on est des personnes sur qui on peut compter. Parce que malheureusement, ce que l'homme blanc peut se dire, si c'est pas dans les métiers d'informatique ou médecine, bah, le noir, on peut pas lui faire confiance, par exemple. Ça, c'est des préjugés qui sont là. On peut pas lui faire confiance, on peut pas lui donner des postes à responsabilité. Il ne saura pas prendre en considération ce qu'on lui demande de faire. À travers l'exemple, en fait, on peut apporter beaucoup de renouveau dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas le peuple noir. Mais aussi, je voudrais parler des minorités invisibles. Il y a nous, les Noirs, encore, on ose se lever pour parler de nous. Mais il y a des peuples qu'on n'entend pas du tout, en fait. D'autres communautés qui font leur affaire, qui sont dans un système totalement communautaire ou communautariste, et dont on n'entend pas parler. Mais nous, on a cette voix, on a la chance d'avoir des personnes qui veulent montrer une nouvelle image, d'avoir des porte-paroles, et il en faudrait plus. Et c'est ça que je pense qu'on pourrait amener à la... Alors, le problème de l'unité et de la communion, de l'unité, oui, de la communion, on a aussi ce problème-là qui est souvent sous-jacent dans les milieux, que ça soit d'églises, dans les communautés noires, mais que ça soit dans les églises ou autres, ce problème d'être unis. Pourquoi est-ce que le noir a du mal à être uni? Je dirais que ça part de la colonisation. On a tout fait pour détruire justement l'unité au niveau des peuples noirs. Je ne sais pas, moi-même aujourd'hui... Parce qu'il a toujours été uni. Il vivait dans les villages, il y avait des chefs, exactement. Tout le monde vivait ensemble, ça a toujours été une vie de communion, ça a été, ensemble. Cela a été détruit par la colonisation. Et le brainwashing qu'il y a eu par l'évangélisation des premiers... Lavage de cerveau. De lavage de cerveau, des premiers immigrants blancs pour imposer leur religion, bah, ils ont détruit toutes les bases en fait du noir en fait, qui ne se reconnaît plus. Et malheureusement, il y a une dissociation entre les animistes, les chrétiens, les musulmans, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand un noir est pris à partie, on ne regarde même plus sa religion ou son ascendance, on regarde simplement à sa couleur de peau. Et c'est ça qu'on doit se... Mais parce qu'il y a les extrêmes maintenant. Il y a les extrêmes. Donc maintenant, on se dit, oui, comme on veut retrouver son identité propre, on rejette même la Bible. Ah non, c'est le Dieu des Blancs, etc., etc. Ça devient des extrêmes. Et ça, c'est aussi le problème qu'on a souvent dans notre communauté noire. C'est l'extrémisme, c'est l'extrême. C'est passer d'une extrême à l'autre. Avoir un juste milieu, être équilibré, se dire qu'on peut être fier de son identité tout en respectant aussi ce que l'autre nous a apporté dans sa différence. Oui, tout ce que le blanc a apporté n'est pas mauvais quand même. Non, tout ce que... En fait, là, on est sur ce plateau-là, pas pour incriminer les blancs, parce qu'il y a beaucoup de... le noir. J'étais en téléphone dernièrement avec une amie, elle me disait tout simplement, mais Lou, je ne suis pas raciste, je ne comprends pas forcément ton combat, pourquoi nous aussi, nous les blancs, nous vivons des discriminations. Moi, je suis d'accord. Mais le peuple noir a une histoire. Et cette histoire, il faut qu'elle lui soit racontée, et pas selon les termes du vainqueur, mais selon les termes de celui qui a aussi subi ce viol mental, en fait. Et ce viol physique aussi. Parce que quand on voit tout ce qui se passe au Congo, et qui n'est même pas retransmis dans les médias, c'est criminel. Et quand il y a un événement au sein de la communauté française, tout le monde se mobilise. Je suis Charlie, je suis ceci. Moi, je suis Congo.
Je suis Congo personnellement. Quand on me rapporte qu'il y a des... Et vous êtes haïtienne, hein, je précise. Vous êtes haïtienne, vous n'êtes pas congolaise. Et je suis pas congolaise. Et très franchement, quand j'entends des Congolais qui se font tuer, qui des gens qui meurent, des gens qui sont pas capables de se faire soigner, que le Congo est l'un des pays les plus riches d'Afrique, que les poissons meurent parce qu'ils ne sont pas pêchés, parce qu'on empêche aux gens d'aller pêcher la nourriture pour que des entreprises puissent s'implanter. Franchement, ça c'est bafouer les droits des Noirs. Je vois Franck Dinga, que je salue, qui dit sur Facebook, diviser pour mieux régner. Exactement, ouais. Franck a totalement raison. Franck est un très bon ami à moi d'ailleurs que je salue. C'est vraiment diviser pour mieux régner. Diviser pour que le noir ne se rende pas compte de sa valeur, de sa force, de son intégrité. Ça, c'est quelque chose dont on a peu parlé, mais l'intégrité du noir, en fait. C'est ça qui est bafoué aujourd'hui à travers les médias, à travers les différents événements qui se passent. Ce jeune homme qui... On veut complètement le discréditer, finalement. Exactement, ce jeune noir qui s'est fait violenter par des policiers alors qu'il n'avait rien fait, qui s'est retrouvé à l'hôpital. Sa vie sera à jamais changé. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se servir de ce qu'il a vécu pour rebondir, pour devenir un porte-parole, ou c'est encore une personne qui va s'éteindre et retrouver les coulisses parce qu'il aura peur de ce qu'on pourra dire sur lui? Ça, c'est la question que je lui pose. Je l'ai jamais rencontré, ce jeune homme, mais si je le rencontre un jour, j'aimerais lui demander qu'est-ce qu'il va faire avec son histoire. Et c'est justement aujourd'hui la question qui se pose aux Noirs. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce que nous allons faire avec notre histoire? Nous avons une histoire, nous avons un héritage, nous avons le Nouveau Testament qui nous renouvelle, mais nous avons aussi une histoire, nous avons un passé. Et c'est de ce passé-là dont nous devons nous servir pour rebondir. Voilà. Nous servir de l'histoire pour rebondir, avoir une intimité profonde avec le Seigneur pour pouvoir savoir exactement ce que Dieu attend de nous, qui nous sommes, retrouver nos bases, retrouver nos racines en tant qu'être humain, en tant que race, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu, en tant que création de Dieu. Alors, Linkea, c'est une mission qui nous aide un peu à faire tout ça. Alors, d'abord, vous allez nous expliquer un peu comment ça a commencé en quelques minutes. Je n'ai pas encore vu qu'à la régie, on nous fait signe qu'on doit arrêter, mais je pense qu'il nous reste quelques minutes. Alors, comment a commencé le projet Linkea et quel est votre désir, votre but, votre purpose au travers de cette mission? Eh bien, d'abord, moi, il faut savoir que je suis activiste des luttes contre le racisme depuis l'âge de 8 ans. Je faisais partie d'une association chrétienne pour des enfants. J'étais amenée par des bonnes sœurs sur des lieux et elles nous donnaient le micro pour qu'on puisse parler au nom des personnes opprimées, surtout au niveau des enfants. Donc, depuis l'âge de 8 ans, je suis très impliquée. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une expérience difficile 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, c'était une association comme ça qui s'est proposée à mes parents et qui a organisé des rassemblements où d'autres enfants se conscientisaient au propos de la situation des enfants dans le monde. Et ça m'a beaucoup touchée en fait. Parce que je me rendais compte que moi finalement j'étais privilégiée, mais qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas accès à l'eau potable, qui n'avaient pas accès à un système de santé, qui n'avaient pas accès aux bases en fait. Et j'ai commencé Linkea avec un projet qui s'appelait Que nos différences deviennent richesses. C'était une sorte de plateforme multiculturelle où les gens se rencontraient et échangeaient au niveau de leur culture. Et c'est un projet qu'on avait parti avec des jeunes enfants dans ma ville natale, Châteaudun. Et voilà, et je suis partie au Canada et j'ai été choquée, ce que je vous disais en briefing, de voir Michaël Jean en train d'interviewer des personnes. Je n'avais jamais vu une journaliste noire à la télévision. Ça m'a tellement changé. C'est ça qui a complètement bouleversé ma mentalité. Et je me suis dit, moi aussi, je suis capable de prendre le micro, je suis capable d'exprimer mes idées, je suis capable d'interviewer des gens. Et quand j'étais au Canada, j'organisais des événements où des personnalités noires allaient influencer d'autres jeunes, leur montrer un petit peu leur parcours, les apprendre à faire du networking, du réseautage. Et le dernier événement que j'avais fait au Canada s'appelait Étoile Noire, et c'était basé sur le livre de Lilian Thuram, en fait, qui justement parlait dans ce livre de différents modèles et de comment il a pu comprendre que lui-même était noir, alors qu'il n'en avait pas tout à fait conscience, mais c'est qu'au travers du regard de l'autre et des propos de l'autre qu'il a pu se rendre compte qu'il était noir et qu'il a commencé à rechercher des modèles pour l'inspirer, pour l'empower. Sur notre chaîne Espoir TV. Voilà. Le direct. Voilà, le direct. Le direct. Ok. Alors, concrètement, donc, vous avez organisé des conférences, mais également, vous avez donc créé, vous avez votre page Facebook, également, Linkea, donc, qui est cette forme de réseau, et vous êtes un peu à l'affût, à la recherche
de différentes personnalités noires. C'est ça, hein? Exactement. Donc, Linkea est une page que j'ai créée sur Facebook qui s'appelle Linkea Connecting Black People. J'ai pris un terme américain parce que ça sonne bien. Mais justement, mon but est justement de mettre en valeur des personnes de la communauté noire francophone. Et je tiens à le dire, de la communauté noire francophone. C'est là qu'on pêche, en fait. Aux États-Unis, ils ont déjà leur plateforme, ils ont déjà leur magazine, ils ont déjà leur émission. On voit Oprah Winfrey, on voit Whoopi Goldberg, on voit Tyra Banks, on voit beaucoup de personnes en train de faire des émissions, mais en France, on voit très peu de Noirs avoir des médias positifs au sujet de leur communauté. Alors, question par rapport à toutes ces personnes que vous venez de citer. Est-ce qu'elles sont influentes? On les respecte parce qu'elles ont les moyens, ou pensez-vous qu'on les respecte tout de même parce qu'elles sont noires? Les qu'elles deux. ont les moyens. Les Ok. deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On respecte les gens qui ont l'argent. L'argent est une forme de pouvoir. Et tant que les Noirs n'auront pas compris qu'ils doivent créer des richesses, et ces richesses qui pourront leur servir pour justement créer des projets, aider les autres, créer des lobbies, ils ne seront pas respectés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la vie de poulet. Je me lève, je dépense mon argent dans les centres commerciaux, je ne pense pas à sauver de l'argent, mes enfants sont habillés dernier cri, je suis endetté. Ça, c'est une pratique très courante dans la communauté et malheureusement, c'est dommage parce que en sauvant de l'argent, il faudrait être capable d'aider la communauté, de créer des projets. Enfin bref, il y a tout un système qu'il faut rebâtir au niveau de la communauté noire. C'est vraiment Un système de pensée, un d'abord. système de pensée, c'est une Mindset. de mindset. Et au travers de Linkea, je fais de la conscientisation, de l'éducation populaire, de la lutte contre le racisme. Ma volonté est d'amener les gens à trouver naturel, de trouver une coach noire comme Delphine Boisa, de trouver un député, de trouver pourquoi pas un futur premier ministre noir, de parler de Ramayad avec des termes élogieux. Pour moi, ce serait naturel. Quand on arrivera à ce naturel, je pourrais dire que ma mission est finie. Mais pour le moment, je vois les articles que j'écris sont lus, sont consultés. Ça veut dire qu'il y a une demande en fait de médias qui parlent positivement de la communauté noire. Et c'est pour ça que je fais ce travail-là. Qu'est-ce que le fait de, justement, je terminerai, c'est ma dernière question avant de vous laisser conclure, le fait d'être chrétienne, justement, d'avoir la foi en Dieu, vous donne comme impulsion, justement, pour faire tout ce que vous faites? Parce que Jésus est mort à la croix pour quelque chose de significatif. Il est mort pour que nous puissions avoir accès à Dieu, pour que nous puissions avoir accès à une communion parfaite avec le Seigneur, pour que nous puissions nous lever et être intègres en fait, pour que nous puissions décrocher de ce que le diable ment sur nous et se dire tout simplement, je suis un enfant de Dieu, je suis capable. Dieu m'a mis sur la terre pour assujettir et dominer. Comment ne pourrais-je pas assujettir et dominer? Ça fait partie de la Genèse. Alors, nous avons la sœur Divine Mbata qui dit « Un noir influent est un noir sauvé ». Exactement, totalement. On parle de sauver dans la Bible. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Un noir qui est influent, qui est impactant, est un noir qui est sauvé. Ça fait partie de ce sauvetage de Christ, en fait. Que nous ne soyons pas esclaves du péché, que nous ne soyons pas esclaves de Satan. Et de toute façon, je dirais tout simplement que soit on sert Satan, soit on sert Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et les gens qui vont dire, oui, arrêtez, vous vous victimisez et tout, ben, je sais pour qui ils travaillent. Ils ne travaillent pas pour l'éveil, pour la conscientisation du peuple noir. L'apôtre William qui dit une très bonne vision. Merci, apôtre William. Alors, nous avons mon époux, Pascal Prosper Mwamba, que je salue. Un noir influent. Un noir sérieux. Un noir sérieux. Qui nous dit pourquoi les noirs non chrétiens sont plus avancés que les noirs chrétiens? Oui, bonne question ça. Ça, c'est... On a l'impression encore qu'il y a ce ghetto encore plus marquant lorsqu'on est maintenant dans les communautés chrétiennes noires. Vous avez des églises remplies de noirs, vous avez des organisations, des activités, mais c'est que entre noirs. Moi, je dirais, c'est une idée fausse qu'on essaie de nous faire croire que le noir qui est à l'extérieur progresse plus vite ou mieux que le noir qui est au sein d'une église. Mais aussi, il faut savoir qu'au sein d'une église, je salue au passage le pasteur William Makizabi qui m'a beaucoup appris que on doit passer à l'action. Il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour apprendre, mais il y a aussi un temps où il faut passer à l'action. Créer des entreprises. William Makizabi le dit tout le temps. Créez vos entreprises, levez-vous, faites les choses. Il est un pasteur qui est dans l'action, dans la proaction même.
Et c'est ça que le noir dans c'est les une façon d'évangéliser également. C'est une façon d'évangéliser également. Malheureusement, le noir est dans un système de divertissement. Toujours le poulet, hein. Je vais à l'église, je me mets sur mon 31, j'écoute le prêche comme un one-man show, je rentre chez moi, j'ai déjà oublié. Là, ça nous parle de la parabole de la semence. C'est un déni? C'est un déni? Ou bien c'est des mauvaises habitudes? C'est quoi? C'est comme la parabole de la semence, en fait. C'est la parole qui est semée dans la bonne terre va porter du fruit, mais la parole qui est semée dans la mauvaise terre, la terre pierreuse, ou qui est brûlée au soleil, comme le dit la parabole, en fait, tout simplement. Et je ne pense pas que le noir qui est en dehors de la sphère chrétienne progresse mieux. Ce sont encore des séductions du diable, en fait, pour nous faire croire que, vous voyez, vous allez à l'église, vous ne progresserez pas. C'est faux. Je ne crois pas à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en conclusion, il y a des noirs qui agissent. Exact. Il y a des noirs qui travaillent, il y a des noirs qui bossent, il y a des noirs qui impactent, qui influencent, et nous voulons les encourager, et nous voulons dire que le Seigneur peut nous aider. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Exactement. Donc, ce qui est plus important, c'est de garder cette parole-là, de croire que noir, vert, jaune ou rouge, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous avons cette mission sur terre de faire des exploits avec Dieu. Alors, en conclusion, je vais vous demander de parler à quelqu'un qui nous regarde. Qu'est-ce qu'on peut dire pour fermer le chapitre de cette capacité, de cette habilité de retrouver sa puissance, son pouvoir que Dieu nous a donné de manière surnaturelle lorsqu'il nous a créés et sauvés? Je dirais tout simplement avec tout mon cœur que tu es noir, mais tu es capable. Tu es noir et tu es capable de progresser. Tu es noir, tu es capable d'impacter ta génération. Comme dit la chanson, nous sommes une génération choisie. Et c'est cela que je voudrais laisser comme dernier message à quelqu'un. S'il m'entend, tu es noir, mais lève-toi, fais ton projet. Ce que tu as dans ton cœur depuis si longtemps, mets-le en action. Tu es capable de le faire. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas accomplir tes rêves. Le fait d'être sur ce plateau aujourd'hui et de voir tout le système qui est mis en place pour qu'on puisse faire générer cette émission, ça me montre qu'il y a des personnes qui vraiment ont à cœur de réaliser leurs rêves. Et c'est ça que je dis tout simplement. Réalise ton rêve, n'abandonne jamais. Alors, on peut vous retrouver, merci en tout cas, on peut vous retrouver donc sur votre page Linkea, s'il vous plaît, vous pouvez le dire, vous allez Linkea, Linkea-Connecting Black People. Si vous avez des personnes que vous souhaitez faire interviewer qui sont de la communauté noire francophone, n'hésitez pas à m'écrire inbox. Et voilà, tout simplement. Et alors, moi j'ai eu cette grâce de pouvoir être interviewé par vous, et vous avez écrit en tout cas sur moi, en tout cas sur Espoir TV des très belles choses. Donc allez sur la page Linkea et vous verrez notamment l'article qui a été écrit non pas sur ma personne, je ne suis rien, je ne suis personne, mais sur la responsable d'Espoir TV qui est cette volonté de pouvoir être une plateforme pour pouvoir donner la possibilité à vous tous qui avez un message d'espoir à communiquer au travers de l'évangile, de pouvoir le faire. Je remercie grandement notre partenaire La Bonne Nouvelle TV qui a accepté de réitérer ce partenariat pour cette année 2018. Merci à notre frère Fenzi, merci à la technique, merci pour ce merveilleux studio. Merci à vous qui nous suivez, qui nous soutenez depuis tous ces mois, depuis toutes ces années, qui soutenaient Espoir TV, qui nous suivaient de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc la page Facebook, vous avez également le mail espoirtv777 @gmail.com, et vous avez la possibilité directement en allant sur le site internet www.espoirtv.net de pouvoir laisser un message. Nous vous répondrons, c'est sûr. Merci à vous tous d'Orao. Merci à Orao qui nous permet d'être en direct directement sur Espoir TV aujourd'hui. À vous tous qui faites de grandes choses, je vous conseille de continuer à les faire. Je vous encourage à continuer à le faire. Aujourd'hui, c'est peut-être rien, mais un jour, je pense que vous marquerez l'histoire. Car avec Dieu, chacun de nous fera des exploits. Alors, même si vous ne le faites pas, et que vous le faites et qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'impact, un jour, vous laisserez des traces pour les enfants et pour les générations futures. Alors, battez-vous et continuez. À très bientôt sur Espoir TV. À bientôt. Que Dieu reste notre priorité. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup.